Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Lorsque je me suis réveillée ce matin, j'ai pensé au Brésil et à son nouveau chef d'État élu démocratiquement. J'ai pensé à Orban en Hongrie, j'ai pensé à Trump, à Salvini en Italie, à Poutine en Russie. J'ai pensé que c'était vraiment la mode du muscle. J'ai pensé qu'on était loin, très loin, de plus en plus loin de la parité homme-femme au pouvoir. Parce que je ne voyais pas Angela Merkel faire un selfie à cheval torse nu. Et je me suis sentie un peu oppressée. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et aucune réponse ne m'est venue. Alors j'ai pensé à ce poème. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester. Mais bon, je me suis levée, il faisait beau. I woke up this morning with a ponytail. My bed was moving, I didn't feel well. C'était mercredi, jour du marché. J'ai pensé à Porthos, dans le vicomte de Bragelonne, et à son emploi du temps. Pour lui, le mercredi, c'est le jour des plaisirs champêtres. D'Artagnan s'étonne, mercredi, le jour des plaisirs champêtres ? Et on lui répond « Oui, monsieur, nous avions tant de plaisir à prendre dans ce délicieux pays que nous en étions encombrés, si bien que force a été pour nous d'en régler la distribution. » Dimanche, plaisir religieux. Lundi, plaisir mondain. Mardi, plaisir savant. Mercredi, plaisir champêtre. Jeudi, plaisirs olympiques. Vendredi, plaisirs nobles et guerriers. Samedi, plaisir spirituel. Alors, j'ai décidé de faire une chose après l'autre, moi aussi. Et je suis allée au marché. Et j'ai bien pris le temps, dans la file d'attente, de regarder tout le monde. Et devant l'étal de la poissonnerie, débordant de victuailles, avec ma voisine de queue, on a détaillé tous les poissons. Moi, je savais ce que je voulais et il y avait ce que je voulais. J'étais bien tranquille. Mais elle, malgré l'abondance, il lui manquait du lieu qu'elle adore. Elle était inquiète et tourmentée. Heureusement, l'attente fut bien longue. Je lui ai recommandé les maquereaux, ils étaient beaux et gros et luisants et violets, mais elle les a trouvés trop chers. Elle avait raison. Je lui ai dit que je n'aimais pas la lotte, elle pareil. Le merlu, le merluchon, bof, la chair est flasque. Et le bar ? Ils sont petits. La dorade, je n'en ai même pas parlé, trop d'arêtes. Je lui ai dit, moi, je prends de l'arrêt. C'est vrai que c'est tout visqueux et répugnant, ça colle aux doigts comme de la bave de fantôme, mais c'est très bon et il n'y a pas d'arête. Elle m'a bien écoutée. Elle avait une conversation agréable. Elle a pris un merlu ou un merlan. Je suis rentrée, j'ai fait un bon repas, j'ai décidé de suivre un emploi du temps moi aussi et de relire La vie matérielle de Marguerite Duras.
L'odeur chimique. En 1986, je suis restée 4 mois à Trouville, de la mi-juin à la mi-octobre. Plus que la durée de l'été. Dès que je m'éloigne de Trouville, j'ai le sentiment de perdre de la lumière. Non seulement de la lumière droite du plein soleil, mais celle diffuse et blanche du ciel couvert, et celle charbonneuse des orages. À la fin de l'été, en étant loin de cet endroit, je perds les ciels qui sortent de dessous l'Atlantique, ces ciels voyageurs, longue distance. À l'automne, je perds la brume de la pleine mer, le vent, les miasmes pétrolifères du Havre, l'odeur chimique. Quand on se lève tôt, on peut voir sur la plage vide l'épure parfaite des roches noires, légèrement déportées vers le nord. Puis, avec les heures, l'ombre diminue en hauteur jusqu'à disparaître. Pendant des années, j'ai été entre les maisons de Naufle, de Trouville et de Paris. Pour ne pas quitter Naufle, pendant 10 ans, je ne suis pas allée à Trouville, et je l'ai même loué pendant plusieurs étés pour compenser les frais très élevés de copropriété. Pendant ces années-là, je vivais seule à Naufle, ce qui fait que longtemps, je n'ai connu personne à l'hôtel des Roches Noires. Si je m'installais quelque part pour y passer l'été, c'était plutôt à Naufle-le-Château, où je connaissais tout le village. Je n'ai jamais été là où j'aurais été à l'aise. J'ai toujours été à la traîne, à la recherche d'un lieu, d'un emploi du temps. Je ne me suis jamais trouvée là où je voulais être, sauf à Naufle peut-être, pendant certains étés, dans un certain malheur heureux. Dans ce jardin fermé de l'homme atlantique, dans le désespoir de l'aimer, lui, c'était dans ce jardin maintenant abandonné. Je m'y vois encore, resserrée sur moi-même, prise dans le gel des jardins désertés. Je suis quelqu'un qui n'est jamais à l'heure pour les repas. Les rendez-vous, le cinéma, le théâtre, les avions, c'est de justesse, toujours. Je me méfie tellement de moi maintenant que j'arrive 1 heure en avance au théâtre. Je vois d'autres gens arriver en courant de crainte d'être en retard. J'en suis enchantée. Je suis toujours arrivée à la plage lorsque les gens en partaient. Je n'ai jamais bruni à la plage parce que j'ai horreur des bains de soleil, du sable sur la peau, dans les cheveux. J'ai bruni au volant de mon auto ou en me promenant en Espagne ou en Italie. Néanmoins, et durant une grande partie de mon existence, j'ai eu le désir ardent d'arriver à prendre des bains de soleil. Ça a duré. J'élaborais des systèmes pour faire tout ce que les autres faisaient. C'est comme ça que j'étais en retard partout. J'en étais désolée. Je faisais ça comme les autres. J'allais sur la plage, mais le soir. Je faisais les choses à moitié pour les avoir faites et ça ne marchait pas. Je regrette beaucoup d'avoir été ainsi, réglementaire mais jamais contente. Je me suis toujours retrouvée à la fin des étés comme une ahurie qui ne comprend pas ce qui s'est passé, mais qui comprend que c'est trop tard pour le vivre. Il y a une chose que je sais faire, c'est regarder la mer. Peu de gens ont écrit sur la mer comme je l'ai fait dans l'été 80. Voilà, c'est ça, la mer dans l'été 80. C'est ce que je n'ai pas vécu. C'est ce qui m'est arrivé et que je n'ai pas vécu. C'est ce que j'ai mis dans un livre parce que ça ne m'aurait pas été possible de le vivre. Toujours ce passage du temps dans toute ma vie, dans toute l'étendue de ma vie. J'aurais pu continuer après l'été 80, ne faire que ça. Ce journal de la mer et du temps, celui de la pluie, des marées, du vent, de celui brutal qui emporte les parasols, l'étoile, et de celui qui se tapit autour des corps d'enfants, dans les creux des plages, derrière les murs des hôtels. Avec devant moi le temps arrêté, la grande barrière du froid, l'hiver polaire. L'été 80 est devenu maintenant le seul journal de ma vie. Celui de ma perdition près de la mer dans le mauvais été de 1980. Les Dames des Roches Noires. Ici,
à l'hôtel des Roches Noires, chaque après-midi en été, des dames, âgées déjà, se retrouvent sur la terrasse et parlent. On les appelle les dames des Roches Noires. Tous les jours, tous les après-midi de tout l'été. On peut parler de sa vie toute sa vie. La vie est considérable. Ces femmes parlent sur la terrasse près de la mer, jusqu'à la fraîcheur, jusqu'au crépuscule. Souvent d'autres gens passent et écoutent. Parfois, elles les invitent à rester avec elles. Ce sont des femmes qui racontent les événements de leur vie et ceux des autres vies, des autres existences, d'une façon incomparable. Dressées sur les décombres de la guerre, elles parlent depuis 40 ans de l'Europe centrale. Il y a des gens qui se retrouvent là, chaque année, dans ce grand hôtel au bord de la Manche, pour ça, parler. Elles avaient entre 20 et 35 ans en 1940. Elles habitent à Passy, en France, pour quelques-unes. Des dames, ce mot ne veut rien dire si on ne connaît pas celle de la Manche. L'été, elles rebâtissent l'Europe, à partir de leur réseau d'amitié, de rencontres, de relations mondaines et diplomatiques, des bals de Vienne, de Paris, des morts d'Auschwitz, de l'exil. Proust venait quelquefois dans cet hôtel. Certaines ont dû le connaître. C'était la chambre 111 sur la mer. Ici, c'est comme si Swann était là dans les couloirs. C'est quand elles sont de très jeunes filles que Swann passe. L'autoroute de la parole. Dans cette espèce de livre, qui n'est pas un livre, j'aurais voulu parler de tout et de rien comme chaque jour, au cours d'une journée comme les autres, banale. Prendre la grande autoroute, la voie générale de la parole, ne m'attarder sur rien de particulier. C'est impossible à faire sortir du sens, aller nulle part, ne faire que parler sans partir d'un point donné de connaissance ou d'ignorance et arriver au hasard dans la cohue des paroles. On ne peut pas. On ne peut pas à la fois savoir et ne pas savoir. Donc, ce livre dont j'aurais voulu qu'il soit comme une autoroute en question, qui aurait dû aller partout en même temps, il restera un livre qui veut aller partout et qui ne va que dans un seul endroit à la fois, et qui reviendra et qui repartira encore, comme tout le monde, comme tous les livres, à moins de se taire, mais cela ne s'écrit pas. Le théâtre. Je vais faire du théâtre cet hiver et je l'espère sortir de chez moi. Faire du théâtre lu, pas joué. Le jeu enlève au texte. Il ne lui apporte rien, c'est le contraire. Il enlève de la présence au texte, de la profondeur, des muscles, du sang. Aujourd'hui, je pense comme ça, mais c'est souvent que je pense comme ça. Au fond de moi, c'est comme ça que je pense au théâtre. Mais comme aucun théâtre n'est lu, je recommence à penser au théâtre habituel, j'oublie. Mais depuis cette expérience au théâtre du Rond-Point en janvier 85, je pense ce que je dis ici, complètement, définitivement. Un acteur qui lit un livre tout haut comme il le ferait dans Les yeux bleus, cheveux noirs, avec rien à faire d'autre, rien que garder l'immobilité, rien qu'à porter le texte hors du livre par la seule voix, sans les gesticulations pour faire croire au drame du corps souffrant à cause des paroles dites, alors que le drame tout entier est dans les paroles et que le corps ne bronche pas. Je ne connais aucune parole théâtrale qui égale en puissance celle des officiants de n'importe quelle messe. Autour du pape, on parle et on chante un langage étrange, complètement prononcé, sans accent tonique, sans accent du tout, plat et qui n'a pas d'égal ni au théâtre ni à l'opéra. Dans les récitatifs des Passions selon saint Jean et saint Matthieu, et dans un certain travail de Stravinsky, Nos et la symphonie des psaumes, nous trouvons ces chants sonores créés comme chaque fois pour la première fois, prononcés jusqu'à la résonance du mot, le son qu'il a, jamais entendu dans la vie courante. Je ne crois qu'à ça. Dans la Bérénice de Gruber, qui était presque immobile, j'ai regretté l'amorce des mouvements. Ça éloignait la parole. Les plaintes de Bérénice, même portées par la merveilleuse actrice qu'est Ludmila Michael, ne disposaient pas du chant sonore auquel elles avaient droit. Pourquoi on se ment encore là-dessus ?
Bérénice et Titus, ce sont des récitants. Le metteur en scène, c'est Racine. La salle, c'est l'humanité. Pourquoi jouer ça dans un salon, un boudoir ? Ça m'est complètement égal ce qu'on peut penser de ce que je dis là. Donnez-moi une salle pour faire lire Bérénice, on verra bien. Dans Savannah Bay, dans la conversation que nous appelons celle des voix rapportées des jeunes amants, les voix étaient inaugurales de ce que je dis là. À La Haye, il s'est passé quelque chose d'étrange, de jamais atteint, par mes 2 comédiennes chéries. Elles tenaient le théâtre tout entier sous leurs yeux, elles regardaient la salle et en même temps elles montraient ce qui se passe dans un théâtre lorsqu'on raconte l'histoire des amants. Depuis 1900, on n'a pas joué une pièce de femme à la Comédie Française, ni chez Villard au TNP, ni à l'Odéon, ni à Villeurbanne, ni au Piccolo Teatro de Strehler, pas un auteur femme, ni un metteur en scène femme. Et puis, Sarraute et moi, nous avons commencé à être joués chez les Barreaux, alors que George Sand était joué dans les théâtres de Paris. Ça a duré plus de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Aucune pièce de femme à Paris, ni peut-être dans toute l'Europe. Je l'ai découvert. On ne me l'avait jamais dit. Pourtant, c'était là, autour de nous. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre de Jean-Louis Barrault me demandant si je voulais bien adapter pour le théâtre ma nouvelle intitulée « Des journées entières dans les arbres ». J'ai accepté. L'adaptation a été refusée par la censure. Il a fallu attendre 1965 pour que la pièce soit jouée. Le succès a été grand, mais aucun critique n'a signalé que c'était la première pièce de théâtre écrite par une femme qui était jouée en France depuis près d'un siècle. I woke up this morning with a funny face when he or she was caressing my hand. I just wanted to get out of this place. I forgot my shoes but I didn't care. I don't know what's happening then. I don't know. Am I your girl? I don't know where I'm going. I don't know. No, 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 it's happening again. No, no. Je vous ai lu le début de La vie matérielle de Marguerite Duras, paru chez POL en 1987. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.